Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va prendre un cours d'histoire appliquée et humoristique avec Thibaut Gagnage. Le youtubeur a même attiré l'attention de Jamie Gourmaud et de l'école du futur. On vous parle de cet influenceur dans un instant. Elle a une idée derrière la tech, c'est Amélia Matar avec nous aujourd'hui. Et Amélia, on va aborder un sujet, c'est essentiel, celui des violences éducatives ordinaires avec toi aujourd'hui. Oui, Marjorie, aujourd'hui, un sujet pas très drôle, mais vraiment important, qui est celui des violences éducatives ordinaires, effectivement. Et on en parle dans la deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, du collège au lycée. La question de l'orientation peut sembler un véritable casse-tête pour certains élèves. Et si on apprenait d'abord à se connaître pour choisir la meilleure orientation, c'est la proposition d'Innov Avenir et de son programme Un pro dans ta classe. Des experts et des expertes du numérique et de l'industrie qui s'invitent en classe donc pour aider les jeunes à trouver un métier à hauteur de leur talent. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Olivia Hendriksen, vous êtes la responsable de projet éducation et inclusion numérique pour Innov Avenir. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Et en deuxième partie de cette émission, un média radio à hauteur d'enfant, ça s'appelle Merlin, figurez-vous. C'est une enceinte de Bayard, Milan Jeunesse et Radio France qui enrichit sa collection avec Mortel Adèle, l'adaptation audio de la BD. Coralie Piton, directrice générale de Merlin, sera avec nous pour en parler. Mais d'abord, focus. Apprendre l'histoire en s'amusant, mais aussi démonter certains préjugés avec humour, eh bien c'est ce que propose Thibaut Gagnage et sa chaîne YouTube Histoire appliquée. Elle est suivie par près de 130 000 abonnés, une communauté qui a encore bondi il y a quelques jours puisqu'elle a été repérée par Jamie Gourmaud. Son portrait est signé Xavier Terrade. Napoléon, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jules César, ces grandes figures historiques sont réputées pour être des conquérants. Mais parmi eux, lequel peut être considéré comme le plus grand conquérant? Thibaut, de la chaîne Histoire appliquée, est ici, dans l'atelier, pour nous répondre. Même Jamie fait appel à lui. Une sorte de consécration pour Thibaut Gagnage, de la chaîne Histoire appliquée. Et oui, Jamie, c'est une très bonne question. Qui est le plus grand conquérant de l'histoire? Pour y répondre, il faut commencer par se poser une autre question. Sur quels critères doit-on se baser? Alors si la grandeur était proportionnelle à la taille, pas sûr que Napoléon l'emporterait. Il ne mesurait qu'1,68 m. L'un des secrets du succès d'Histoire appliquée, c'est l'humour qui s'en dégage. Il a renforcé le système monétaire, construit de nouveaux réseaux routiers et fondé un certain nombre de villes. La plus célèbre étant bien sûr Alexandrie. Bon, je dis Alexandrie, mais je parle de celle d'Égypte, parce qu'Alexandre avait tendance à appeler toutes les villes qu'il fondait Alexandrie. Et il en aurait fondé entre 20 et 70. Le youtubeur, qui teste l'histoire autour d'une tasse de thé, a plus de 130 000 abonnés. Alors si vous avez toujours voulu savoir si une épée est aussi lourde qu'on le prétend, si l'on étouffe dans un corset, ou si un chevalier en armure ne pouvait pas se relever, je vous propose d'attacher votre ceinture. Thibaut Gagnage en profite aussi pour mettre un terme à certaines idées reçues. Si je vous demande, avouez vos contemporains, quelle est la façon la plus ancienne d'allumer du feu, vous allez sans doute me répondre qu'il faut frotter 2 silex les uns sur les autres. Mais ça, c'est mis en visiteur, c'est de la foutue magie! L'ingénieur culturel avait pour projet de donner une voix à l'histoire sur Internet avec une approche concrète. Aujourd'hui, c'est mission réussie, mais jusqu'où et jusqu'à quand? Seule l'histoire le dira. Et vous ne verrez plus jamais l'histoire de la même façon. Nous, on va essayer de ne plus jamais voir la question de l'orientation de la même façon. Vous le savez, 2 jeunes sur 3 en France sont extrêmement anxieux quant à la question de leur choix d'orientation pour leur métier, pour leur avenir. On va essayer de trouver des solutions avec notre invité tout de suite. C'est la première partie du talk. Et pour parler justement de ces questions d'orientation et de solutions, Olivia Hendriksen, responsable des projets éducation et inclusion numérique pour Innov Avenir, est avec nous. Rebonjour à vous, Olivia. Bonjour. Alors justement, vous menez et vous amenez surtout des pros du numérique à l'école. Le programme, il a été lancé en 2016, ça s'appelle donc Un pro dans ta classe. 3000 jeunes chaque année qui peuvent justement bénéficier de cet échange, de ces binômes, voire même trinômes, qui sont montés avec ces professionnels de l'industrie
et du numérique. Civil en France, qui en bénéficie, si mes comptes sont bons, vous apprêtez aussi à déployer le programme à Toulouse. Oui, tout à fait. On est dans 6 territoires. Donc, effectivement, on est côté Bordeaux, côté Nantes, côté Lyon, côté Strasbourg, côté Marseille et côté Nice, et également bientôt côté Toulouse et en Ile-de-France également. Et moi, je pilote ce programme qui est porté par l'Association des entreprises pour la cité. Et donc, c'est un programme qui est à destination des jeunes, collégiens, lycéens. On accompagne également aussi des jeunes dans les structures d'insertion, donc de jeunes décrocheurs. Et notre objectif, c'est effectivement de les aider à se projeter professionnellement et à les aider à s'orienter aussi vers leur futur métier. Oui, parce que l'idée de trouver du concret, justement se projeter, comme vous le dites si bien, c'est aussi réussir à faire tomber les barrières quant à l'orientation. Je le rappelais tout à l'heure, 2 jeunes sur 3 en France, c'était en tout cas en 2019, les derniers chiffres qu'on a pu rassembler ici, se disaient anxieux quant à leur orientation. Aujourd'hui, pour réussir justement à dédramatiser la question, vous leur apportez une solution qui est d'abord de mieux se sensibiliser au métier et puis aussi d'apprendre à se connaître avant tout. Oui, tout à fait. Nous, on a fait le choix, en fait, suite à une expérimentation pilote qu'on a menée l'année dernière en Ile-de-France et sur Marseille, où on a voulu tester, en fait, l'idée de faire intervenir des binômes de professionnels d'une même entreprise ou d'entreprises différentes, hein, donc ayant parfois des secteurs totalement différents, d'ailleurs, dans le binôme. Hein, donc, c'est ce qui fait aussi la richesse de ces binômes. On a voulu faire venir l'extérieur dans la classe et aussi surtout proposer une forme d'engagement un peu plus poussée pour les professionnels qui souhaitent s'engager, parce que c'est aussi ça aussi la force de l'association et la force du programme Innov-Avenir, c'est que nous on est accompagnés par un réseau d'entreprises engagées et on peut proposer aux collaborateurs aussi de pousser leur engagement sur le terrain auprès des jeunes. Et donc on a fait intervenir effectivement l'année dernière des binômes aux côtés d'enseignants référents, donc c'est pour ça au-delà du binôme on parle de trinôme, donc c'est vraiment une collaboration à 3 qui se met en place. Et en fait on les a fait intervenir dans le cadre de l'expérimentation pilote sur 2 thématiques, les métiers de l'art numérique, donc les métiers de demain en fait, pour qu'ils puissent accompagner les jeunes sur la découverte des métiers d'aujourd'hui et des métiers qui sont impactés par le digital, et puis sur les codes de communication en entreprise. Et cette année, on généralise à d'autres thématiques, et notamment la question de la découverte de soi. Donc on mobilise des collaborateurs en binôme pour qu'ils puissent venir en soutien aux côtés de l'enseignant, sensibiliser les jeunes sur comment aujourd'hui c'est important de se connaître pour mieux s'orienter, mieux se projeter et peut-être même passer à l'action derrière aussi. Oui, absolument, parce que c'est cette idée vraiment très volontariste de se dire qu'il y a des solutions, on peut en trouver, notamment pour progresser sur cette question de l'orientation, dédramatiser encore une fois ces choix, se dire que ce n'est pas parce qu'on fait un premier choix peut-être d'orientation aujourd'hui qu'on ne pourra pas en faire un autre aussi à l'avenir, puisque l'idée même des professions du futur, de ces 85% de métiers de 2030 qui sont encore en cours de co-création, c'est de se dire qu'on va pouvoir aussi en changer, évoluer dans cette profession, évoluer dans ces métiers impactés en effet par le numérique, l'intelligence artificielle, la data, la robotique, tout au long de sa vie. Donc finalement, ce qu'on propose à ces collégiens et à ces lycéens, c'est un parcours qui va pouvoir se moduler au fur et à mesure de leur passion et de l'avancée aussi des technologies. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment aussi la vision, en tout cas le discours qu'on met en avant et qu'on partage aussi aux côtés des collaborateurs qui interviennent sur l'idée que l'orientation n'est pas déterminée, n'est pas figée en 3e, ni même pendant cette période-là du collège et lycée, mais qu'au contraire, elle est évolutive. Aujourd'hui, on ne fait pas qu'un métier, on est amené à faire plusieurs métiers. Il est très rare aujourd'hui de rester dans la même entreprise, dans le même secteur, donc on est amené à changer. Aussi, les métiers d'aujourd'hui seront différents demain, en raison justement de l'impact du digital et de ce que ça entraîne comme transformation dans le monde professionnel. Donc ça fait partie vraiment de la vision de l'orientation qu'on veut communiquer auprès des jeunes et auprès d'enseignants et peut-être même par ricochet auprès des familles. Oui, absolument. Parce que voilà, l'orientation, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident à partager parce que la vision qu'on peut avoir de l'orientation, c'est toujours une vision très peu renseignée finalement. On connaît mal en fait les métiers d'aujourd'hui et encore plus les métiers qui se créent au fur et à mesure avec ces transformations qui s'opèrent dans la société. Donc c'est vrai qu'il y a un gros besoin aussi de connaissances et d'ouvrir ces espaces d'échange avec les différents acteurs environnants des jeunes. Donc ça peut être effectivement communauté éducative, famille, et puis même communauté éducative, on y inclut également peut-être le personnel encadrant au sein des écoles. Hein. Donc il faut vraiment finalement avoir ces temps d'échange
sur ça. Comment est-ce que les professeurs accueillent d'ailleurs leur dispositif en classe? Quelles sont les interrogations qu'ils vous posent au moment d'accueillir, ou peut-être même avant d'accueillir un pro dans ta classe? Est-ce qu'ils sont curieux aussi des entreprises qui peuvent participer à ce programme, avancer tout au long de l'année scolaire? Parce qu'on parle bien d'une année scolaire pendant laquelle ces pros en binôme et avec les enseignants en trinôme vont accompagner ces collégiens et ces lycéens. Quelles sont leurs premières interrogations? Alors déjà, les enseignants, nous on travaille beaucoup avec différents établissements scolaires au niveau national, sur les différents territoires. On travaille avec des enseignants qui sont extrêmement motivés, avec qui on travaille depuis plusieurs années aussi. Ils ont besoin d'être outillés, d'être accompagnés sur cet accompagnement de la rotation professionnelle auprès des jeunes. Donc ils sont hyper demandeurs, en tout cas, d'avoir des interventions qui viennent de l'extérieur. En fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que de faire venir des professionnels en classe auprès des jeunes, ça déclenche quelque chose chez les jeunes. Ça peut en tout cas permettre de mettre du concret aussi, de s'identifier aussi de leur côté peut-être un ou une professionnelle et de se dire c'est possible, ou au contraire se rendre compte que oula, ce métier ne m'intéresse pas du tout, ce secteur en tout cas ne m'intéresse pas. Donc ils sont demandeurs d'ouvrir les portes et de faire venir des professionnels. Après, effectivement, en fonction des niveaux, peut-être, nous on intervient aussi dans des lycées pro, effectivement peut-être qu'on va cibler des secteurs d'activité qui seront peut-être plus cohérents aussi avec les filières, en tout cas pour certains jeunes. Sinon, ils souhaitent au maximum pouvoir aussi partager avec les professionnels, connaître aussi ces secteurs-là, comment ça se passe concrètement, ces nouveaux métiers. Nous, on travaille avec des boîtes dans le digital, donc effectivement, c'est vrai qu'on a même des statuts de métier que même moi, je ne comprends pas toujours. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin aussi pour, côté enseignant, de pouvoir aussi avoir, encore une fois, ces temps d'échange et de prendre connaissance pour qu'ils puissent, in fine, eux, accompagner leurs jeunes aussi avec efficacité, parce qu'ils sont parfois aussi en manque d'outils et en manque de contenu. Oui, puis j'imagine que ça leur permet aussi de pouvoir mieux adapter leur pédagogie, raccrocher certaines parties du programme scolaire à la façon dont ces professionnels parlent justement de leur métier, avec évidemment beaucoup de sincérité, c'est-à-dire qu'on va parler à la fois des enjeux et de la passion de transmettre ce métier, mais aussi ne pas cacher la réalité et certaines difficultés aussi peut-être parfois dans sa vie professionnelle. Il y a notamment ADECO, Capgemini, France Télévisions, la Banque qui sont engagés au niveau national avec vous. Qu'est-ce que ces collaborateurs et collaboratrices d'entreprise en retirent? Parce que là aussi, c'est un véritable échange. Ils vont suivre ces jeunes pendant toute l'année scolaire. Donc pour eux, il faut que ce soit aussi du gagnant-gagnant, j'imagine. C'est vraiment du donnant-donnant des deux parties prenantes. C'est-à-dire que côté enseignant, effectivement, c'est une richesse parce qu'ils peuvent collaborer et échanger avec des professionnels qui ont eu des parcours totalement différents, souvent dans le même binôme. Et donc ça permet aussi aux enseignants de pouvoir, encore une fois, mieux accompagner les jeunes. Et puis évidemment, les collaborateurs, ce qu'ils veulent aussi aujourd'hui, c'est pouvoir, parallèlement à leur métier, donner du sens aussi sur des actions concrètes. Et donc, certains font le choix de donner du sens en allant rencontrer des jeunes en classe, donc en retournant à l'école, dans un lieu qu'on a toutes et tous côtoyé. Donc c'est assez souvent une expérience assez sympa pour eux parce qu'ils retournent dans l'enceinte scolaire, ou parfois aussi d'ailleurs ils y vont régulièrement parce qu'ils sont peut-être eux-mêmes parents. Et donc c'est aussi un sujet qui les concerne en tant que parents. Donc eux ils veulent en tout cas venir en appui aux côtés des enseignants. Ça, c'est le format qu'on propose, c'est vraiment ce qui ressort en premier. La collaboration avec l'enseignant, le fait de pouvoir les aider, de pouvoir échanger. Et évidemment de pouvoir rencontrer les jeunes et de pouvoir les aider peut-être à y voir un peu plus clair, à être un peu plus motivé aussi, parce qu'il y a un enjeu sur l'orientation professionnelle pour les jeunes aujourd'hui, d'être éclairés, donc d'avoir des connaissances, d'élargir leurs horizons en ayant connaissance de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde professionnel, des opportunités, des différents métiers, des différents secteurs qui émergent, mais aussi d'être motivé. Parce que aujourd'hui, ce qui ressort aussi côté enseignant, c'est qu'il faut réenchanter un petit peu cette question-là de projection chez les jeunes et de leur permettre de passer à l'action, de devenir acteurs finalement de leur futur. Donc c'est sur ça aussi que les collaborateurs veulent jouer. Et puis c'est une expérience très collective, vraiment dans le binôme, c'est un enrichissement aussi parce qu'ils rencontrent un ou une partenaire, donc ils y vont à deux. C'est assez intéressant comme démarche. C'est pas un engagement personnel et individuel, c'est un engagement finalement aussi. Donc deux collaborateurs et collaboratrices de la même entreprise qui vont justement porter de différentes entreprises, ce projet avec aussi sortent eux-mêmes de leur entreprise. Et justement, sur ce calendrier pour l'année scolaire 2022-2023, il est déjà en train d'être déployé. Les trinômes, ça y est, enseignants et binômes de volontaires viennent d'être constitués en septembre et en octobre. Maintenant,
l'association de formation. Donc cette fois-ci, ça y est, ça va être très concret. Ces trinômes vont pouvoir justement commencer à travailler avec les collégiens et les collégiennes, lycéens et lycéennes. Et puis en septembre, ce sera le temps du bilan du projet professionnel qui aura été déroulé auprès des élèves et le fait de se dire, OK, est-ce que finalement ces collégiens et ces lycéens se disent, ce métier, on a envie justement de l'embrasser, on a envie d'aller jusqu'au bout avec les professionnels qui nous ont témoigné de leur passion et des réalités de ce métier, ou justement pas. Parce que ce qui est important aussi, et la façon dont se déroule le programme, c'est qu'on peut valider, confirmer ou infirmer des a priori qu'on avait sur ces métiers. Ah, tout à fait. Et les jeunes sont assez cash d'ailleurs dans leurs échanges avec les professionnels. Donc l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas forcément de les guider vers un métier, mais plutôt leur communiquer, leur partager, en tout cas en fonction des binômes qui vont intervenir à leur côté plusieurs fois dans l'année, donc c'est sur un temps long, leur donner peut-être plus de pistes, à savoir est-ce que oui ou non, ça peut les intéresser ou pas du tout. Et en fonction de cet accompagnement qui sera vraiment tout au long de l'année, on pourra ensuite, dans un bilan à la fin qu'on propose toujours avec les volontaires, avec également les partenaires et avec les enseignants, pouvoir un peu tirer des leçons sur ce qui a fonctionné, sur ce qu'il faut peut-être corriger et peut-être qu'est-ce que ça a pu créer aussi chez les jeunes de leur côté. Depuis 2016, je le disais tout à l'heure, ce programme s'est donc étendu dans 6 villes en France et bientôt aussi dans de nouveaux territoires, 3000 élèves formés par an. Ce sont les mêmes professionnels qui vous accompagnent tous les ans. Certains reviennent justement, demandent à reprendre du service, si j'ose dire. Alors c'est vrai qu'on est vraiment sur un temps long. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils se réengagent l'année suivante. Donc ils s'engagent pour une année scolaire. Après, l'idée, c'est effectivement de pouvoir les encourager au maximum à se réengager. Cette année, on avait réussi quand même à engager, en tout cas, plus de la moitié, à réengager plus de la moitié qui s'étaient déjà engagés sur Marseille et en Île-de-France. Ce qui se passe souvent, c'est que parfois, ils peuvent changer d'entreprise, ils peuvent aussi avoir eux-mêmes des changements dans leur vie personnelle. Donc, c'est plus ces changements-là qui peuvent bloquer, mais sinon, globalement, ils veulent tous se réengager parce que c'est vrai que l'idée aussi, c'est qu'ils nouent un lien de proximité avec un établissement scolaire, avec un ou plusieurs enseignants, mais ils ne vont pas être forcément amenés à intervenir dans 2 établissements. C'est vraiment aussi un partenariat étroit avec l'équipe d'un même établissement. Donc, ils sont très preneurs ensuite de pouvoir renouveler, de retourner dans le même établissement, de pouvoir continuer à accompagner les ou le même enseignant. Donc, Et il y a un véritable suivi, donc on le voit, qui s'instaure entre professionnels, enseignants et enseignantes. Ces collégiens, ces lycéens, justement, quelles sont leurs interrogations? On a compris leur anxiété par rapport aux questions d'orientation, notamment aujourd'hui, mais est-ce qu'ils choisissent les pros avec lesquels ils vont faire équipe ? Alors non, mais par contre, la thématique, parce qu'on en a plusieurs thématiques d'intervention pour les binômes, donc effectivement on va avoir la découverte de soi, on va avoir les codes de communication en entreprise, les métiers de demain, les métiers de l'ère numérique, et on a également comment dépasser et déconstruire les préjugés. Donc l'enseignant aux côtés des jeunes nous font monter leurs besoins d'accompagnement, donc peut-être qu'une classe va plutôt cibler les codes de communication. Et nous, après, on va proposer un binôme qu'on va consolider de notre côté au niveau de l'équipe en proposant des binômes qui soient complémentaires. Donc complémentaires sur différents critères, complémentaires sur leur parcours scolaire. On va évidemment essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas un même binôme avec un même parcours très linéaire au niveau des études, mais peut-être favoriser des parcours qui peuvent être semés d'embûches aussi, d'obstacles. L'objectif, c'est aussi de communiquer aux jeunes que c'est pas grave de se tromper, d'échouer, on peut toujours rebondir aussi. On va favoriser aussi une certaine mixité entre le binôme, même en termes d'âge, en termes de carrière professionnelle aussi. Si on a eu pas mal d'orientation, enfin de réorientation dans le parcours, évidemment, on va le mettre en avant. Donc finalement, derrière, on va favoriser des rôles modèles pour que les jeunes puissent s'identifier à un moment et se dire potentiellement ça peut être moi. Et donc c'est dans ce contexte-là que se noue la rencontre avec les jeunes, mais en amont, et ça c'est très important pour nous, c'est une étape qui est cruciale, on fait se rencontrer l'enseignant et le binôme pour qu'ils puissent faire connaissance et souder ce lien collaboratif qu'ils vont devoir avoir tout au long de l'année parce que l'enseignant reste le pédagogue. Ouais, donc la première des relations, elle se noue vraiment entre les pros, les enseignants et ensuite sur ce socle-là, sur ce premier binôme, voire trinôme, puisque vous faites souvent intervenir les pros en binôme là aussi. Ça permet justement d'avoir cette fondation, ce socle en effet pédagogique, comprendre comment on va pouvoir répartir aussi ces témoignages de professionnels sur l'ensemble de l'année scolaire. Et à partir de là, on fait entrer la 4e, si j'ose dire, composante du dispositif, qui sont vraiment les élèves qui vont pouvoir bénéficier de ces conseils, de ces retours d'expérience. Ça permet vraiment d'influer sur la pression qu'ils ont par rapport à leur orientation. Vous avez pu le
voir justement changer depuis les années où En Pro dans ta classe a été déployé? Alors nous, on a une mesure d'impact qu'on déploie et qu'on améliore d'année en année avec les indicateurs qui nous permettent d'évaluer si oui ou non on y arrive. Donc on tend vers cet impact-là. Alors après, il est très difficile de mesurer l'impact sur du long terme parce que finalement, l'apprentissage à l'orientation, c'est tout au long de sa vie. Et c'est même après nos études, c'est même maintenant. Enfin, on est obligé aujourd'hui d'admettre une certaine limite pour mesurer l'impact sur cet accompagnement-là. Mais en tout cas, nous, on tend à mesurer l'impact dès maintenant. Et nos retours, c'est que souvent, ce qui se passe à la fin des séances, les jeunes comprennent que finalement, l'orientation ne doit pas être une source d'anxiété. Mais parce qu'ils sont très anxieux, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui... on a souvent eu des retours de jeunes en troisième qui nous disent « Mais madame, je ne comprends pas, pourquoi vous ne parlez que de ça c'est stressant. » Je ne sais pas ce que je veux faire. Et donc, c'est là que c'est important que les professionnels prennent la parole, justement pour leur dire, mais c'est normal de ne pas savoir ce que vous voulez faire plus tard, et c'est normal de ne pas savoir ce que vous voulez faire dès aujourd'hui, dès demain. Vous pouvez changer d'avis aussi. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un portefeuille, si j'ose dire, de solutions, en tout cas plusieurs idées sur lesquelles on peut se documenter, sur lesquelles on peut avoir de l'info en plus pour se dire que peut-être un jour, ce sera... un métier qu'on aimerait justement pouvoir là aussi embrasser, ou au contraire pas du tout, mais commencer à avoir en tout cas des pistes pour se dire que son orientation professionnelle, même s'il est appelé à pouvoir se modifier et à changer au fur et à mesure de la carrière, elle se bâtit dès maintenant, mais sans forcément avoir cette injonction non plus, si je vous entends bien, à l'orientation ici et maintenant. Voilà, exactement. En fait, leur permettre de prendre conscience qu'ils ont le choix. Ils peuvent choisir une orientation voulue, désirée. Donc, et comment ? En ayant effectivement un panel de connaissances assez large, en ayant l'occasion aussi de rencontrer différents professionnels, d'avoir peut-être aussi des immersions en entreprise, et de pouvoir aussi sortir de leur zone de confort et peut-être d'ouvrir des champs du possible. Voilà. On continue à ouvrir justement les champs du possible avec notre invité Olivier Hendriksen pour Innovavenir et Un Pro dans ta classe. Dans un instant, on sera aussi rejoint par la DG de Merlin, cette enceinte qui veut être le média audio à hauteur d'enfants. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Amélia Matar est toujours avec nous, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Deniau, bien sûr. To the flow though, you already know though. Nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Olivier Hendriksen, responsable du projet Éducation et Inclusion Numérique pour Innovavenir, les entreprises de la cité. On vient justement d'être rejoint aussi en duplex par Coralie Piton, directrice générale de Merlin en médias audio à hauteur d'enfants. On va en parler avec vous. Coralie, bonjour.
Bonjour Marjorie, bonjour School TV. Et toujours aussi en plateau avec Amélia Matar, ça tombe bien parce qu'Amélia a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, cette idée, c'est un sujet absolument crucial et dont on ne parle pas assez, celui des violences éducatives ordinaires. Oui, je voudrais parler d'un sujet très délicat à aborder, effectivement, celui des violences éducatives ordinaires. Ce terme a été popularisé, entre autres, par Catherine Guéguen, dont on a déjà parlé ici, pédiatre renommée, chantre de l'éducation positive et bienveillante. La violence éducative ordinaire est qualifiée d'ordinaire car elle est très courante à la maison ou à l'école. Elle est quotidiennement vécue par de très nombreux enfants et elle serait éducative car elle est utilisée, effectivement, à des fins éducatives pour élever l'enfant. Je précise qu'il ne s'agit nullement de faire culpabiliser les parents ou les enseignants. Je ne prétends pas moi-même être parfaite, mais il s'agit de donner des clés à chacun pour réfléchir et cheminer. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu aborder ce thème particulièrement aujourd'hui ? Alors je crois qu'on ne se rend plus compte à quel point notre société est violente. En vrac, harcèlement, agression, humiliation, vol, voire bien pire, sont des actes d'une violence inouïe qui sont rencontrés régulièrement dans notre quotidien. Or, on le sait, la violence prend racine dans l'enfance et sans l'excuser, mais pour le comprendre, il est clair que l'adulte violent n'est autre que la suite logique de l'enfant violenté. Or, la violence éducative ordinaire, dont les conséquences sont majeures sur le futur adulte, est très ancrée dans le quotidien des enfants, en famille ou à l'école. En octobre 2022, donc très récemment, la Fondation de l'enfance publiait son baromètre des violences éducatives ordinaires. Et l'objectif de cette enquête menée par l'IFOP auprès de 1314 parents d'enfants de 0 à 10 ans est de sensibiliser le grand public sur les conséquences que peuvent avoir ces violences sur le développement de l'enfant. Le chiffre clé à retenir de ce baromètre est que près de 8 parents sur 10 déclarent avoir recours à une violence éducative ordinaire, qu'elle soit physique ou morale. Les violences sont en effet monnaie courante dans l'arsenal éducatif, cris, humiliations, menaces, rejets, coups, dressage du sommeil par les pleurs, donc cette méthode qui consiste à laisser l'enfant pleurer jusqu'à ce qu'il dorme. Mais le chiffre est extrêmement important, puis la fréquence aussi de cet apanage des violences éducatives ordinaires dont tu nous parles semble extrêmement massif. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle fréquence de violence ? Alors, je crois que ça tient à 3 grands facteurs, que j'ai identifiés, il y en a sans doute beaucoup d'autres. En premier lieu, le jeune enfant en tant que tel, le jeune enfant déborde de vitalité, il rit très fort, il pleure très fort, il explose littéralement de colère quand il est frustré, il n'obéit pas à la demande, il est mu par un élan de curiosité très fort qui le pousse à tout explorer, tout expérimenter, dont parfois la peinture sur les murs ou le déroulage complet du papier toilette. Il n'a pas forcément conscience du désagrément que cela représente pour nous, et lui, il est juste dans l'expérience du monde qui l'entoure. Et ces comportements qui sont dépourvus d'intentions malfaisantes nous sont, à nous, adultes, tout simplement insupportables parfois. Deuxième facteur, ces violences éducatives ordinaires sont un héritage transmis de génération en génération depuis très longtemps. On trouve dans les textes des philosophes grecs des invitations claires à une parentalité violente, voire très violente, dans un but éducatif. Nous avons tous subi ces violences plus ou moins, et cette nuance est capitale. Et en prendre conscience et comprendre les conséquences sur la vie de l'adulte requiert un travail sur soi qui est colossal et qui n'est pas du tout évident. Ne pas reproduire ce que nous avons subi demande une prise de conscience dont tout le monde n'est pas capable et ensuite beaucoup d'efforts pour s'affranchir de ces schémas. Et troisième facteur que j'identifie, et encore une fois je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, notre organisation sociale en tant que telle. Encore une fois je n'excuse pas mais je cherche un peu à décrypter. Je crois que les parents sont trop seuls dans leur rôle parental. L'expression africaine « il faut tout un village pour élever un enfant » est très juste. On entend de plus en plus parler d'épuisement parental et c'est tant mieux. Les pouvoirs publics doivent considérer ce sujet majeur car il y a fort à parier que cet épuisement soit aussi le terreau de cette violence que je ne cherche pas à excuser encore une fois. Et puis on a l'impression surtout dans le cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on va perpétrer ces violences éducatives ordinaires, plus forcément elles vont se reproduire dans les futurs adultes que sont ces enfants d'aujourd'hui. Concrètement, les conséquences de ces violences, est-ce qu'on peut les mesurer ? Oui, alors je vais citer à nouveau la pédiatre Catherine Guéguen qui rapporte une étude remarquable réalisée par une jeune chercheuse hollandaise, Anne-Laure van Armelen, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui montre que la maltraitance émotionnelle sévère chez l'enfant affecte le fonctionnement du cortex orbitofrontal et augmente le risque de développer de nombreuses pathologies comportementales et psychiatriques, agressivité, anxiété, dépression, troubles dissociatifs, délinquance, addiction à l'alcool, aux drogues. Les neurosciences sont
catégorique sur les conséquences cognitives de ce type d'éducation. Les enfants qui y sont soumis subissent par ailleurs une diminution du volume de l'hippocampe. Or, cette structure cérébrale est fondamentale pour apprendre et mémoriser. Catherine Guéguen explique avec beaucoup de bon sens, je trouve, qu'on se permet effectivement des comportements avec les enfants qu'on ne se permettrait pas avec les adultes. Or, ce sont des individus tout autant que nous autres et ces conséquences sont majeures. Pour conclure, je vais citer un pédagogue que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexander Sunderland Neil dans le livre Libre enfant de Summerhill, paru en 1960. Il nous dit « Les enfants libres et heureux n'ont pas de raison d'être cruels. La cruauté chez beaucoup d'enfants vient de celle que leur infligent les adultes. » Donc je nous invite tous, adultes, à nous interroger, à nous faire aider dans notre rôle de parents ou d'éducateurs, car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Posons-nous la question avec beaucoup de sérieux, quel enfant voulons-nous laisser à notre planète ? C'est une très belle question. En effet, quels enfants voulons-nous laisser à notre planète ? C'est une des questions qui vous guide aussi, Coralie Piton, chez Merlin, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que, justement, vous pouvez éventuellement conseiller comme contenu ? Parce qu'il y en a beaucoup sur Merlin, des contenus à la fois pour les enfants qui leur permettraient justement de pouvoir être un petit peu plus heureux, un petit peu plus sûrs, justement, et accompagnés sur la question du bien-être, aussi sur la question des dénonciations, des violences, pouvoir dire à un adulte, non, ça en l'occurrence, tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Il y a des contenus qui peuvent justement les guider, ces enfants, chez Merlin, notamment dans la bibliothèque audio. Alors oui et non. Oui en partie parce que finalement notre point de départ chez Merlin, c'est de revaloriser l'audio pour l'audio. L'audio pour ce qu'il est, c'est-à-dire un média extrêmement intéressant qui permet un retour au calme, qui permet une bulle de concentration et dont finalement les ressorts sont assez proches de ceux de la méditation. Selon d'ailleurs des principes qui sont assez proches de ceux de la lecture. Il y a un certain nombre d'études et de recherches récentes de neurosciences qui montrent que la lecture et l'audio s'appuient sur les mêmes régions cérébrales, impliquent les mêmes régions cérébrales pour entrer dans la compréhension du langage oral et écrit et qui permettent aussi de créer une bulle de concentration favorable à l'imaginaire, certes, mais aussi à une forme d'isolement qui est absolument nécessaire dans un monde dans lequel les enfants sont sursollicités. Donc nous, on apprécie l'audio, ce qu'il est. On pense que c'est un média formidable qui a été nécessairement mis de côté ces dernières années dans la mesure où les enfants avaient moins accès, de manière moins autonome à l'audio. Et on a voulu leur rendre cette autonomie en proposant Merlin, qui leur permet à tout instant dans la journée d'accéder à un catalogue d'une grande richesse et à connaître cette bulle de respiration dans des journées dans lesquelles ils sont sursollicités. Donc l'audio en tant que tel, pour nous, est une forme de réponse déjà à ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on pense que ça fait partie des moments de la journée, et plus ils sont fréquents, mieux c'est, qui permettent de souffler, de respirer, de se poser, de mieux se connaître. Voilà, donc le média en tant que tel nous semble important. On a tenu également, via Merlin, à couvrir un champ de contenu extrêmement vaste. Certes, il y a des histoires, il y a également des documentaires, il y a des contes musicaux. Si on devait choisir un thème en particulier qui est favorable à la concentration et au repos, c'est évidemment la musique. On a également d'ailleurs des contenus calmes tels que le yoga et quelques histoires relaxantes. Pourquoi on est allé chercher un spectre aussi large ? Parce qu'on estime que dès l'âge de 3 ans et dans toutes les années qui suivent et dans toutes les années jusqu'au début de l'adolescence et si possible le plus longtemps possible, l'ensemble de ces contenus permet à la fois d'explorer le monde, de mieux se connaître, de mieux connaître ses émotions et de favoriser un imaginaire qui permet de mieux se connaître. Et ce média audio à hauteur d'enfant, justement, on y revient dans la deuxième partie de cette émission. Coralie Piton, vous restez avec nous, c'est la deuxième partie du talk.
Oui, parce qu'on va à la découverte de Merlin avec vous, Coralie, cette enceinte justement conçue par Bayard, par Milan Jeunesse et par Radio France, une alliance d'éditeurs pour mettre en avant les contenus pour le jeune public. Il y a plus de 40 000 enceintes, si je ne dis pas bêtises, qui ont été vendues depuis 2021. Une enceinte Merlin, on va la revoir, cette très jolie enceinte qui a remporté plusieurs prix, notamment le prix Or du Grand Prix Stratégie de l'Innovation Média 2022 dans la catégorie meilleure déclinaison média, j'espère que je l'ai bien dit. Et votre nouveauté de cette rentrée, c'est Mortel Adèle, la BD évidemment d'Antoine Daule, a.k.a. Mr. Tan, qui se décline dans cette version audio. C'est une aventure inédite, mortelle un jour, mortelle toujours. Oui, absolument. On est très fiers de pouvoir compléter notre catalogue avec cette petite héroïne qui est bien connue des cours de récré, qui encourage les enfants à clamer leurs différences, à ne pas être tous sortis du même moule et à l'assumer avec beaucoup de joie et beaucoup d'humour. Donc on aime beaucoup cette héroïne qui est très populaire, mais dans le bon sens du terme, et qui correspond probablement à un certain nombre de problématiques qui rentrent dans les petits cerveaux de nos enfants. Et justement, Adèle, c'est une petite fille qui va être moderne, qui va être libre, qui est extrêmement espiègle et qui assume aussi ses différences avec humour. C'est l'auditrice type de Merlin? Peut-être. On pense qu'il n'y a pas d'auditeur type de Merlin parce qu'aujourd'hui, on vise l'ensemble des enfants. Il y a des enfants qui vont être peut-être un petit peu moins libres qu'Adèle, un petit peu moins drôles, qui vont être juste des enfants absolument normaux, courants, avec leurs petits problèmes, leurs petites solitudes et aussi leurs moments de gaieté. Donc on n'a pas d'auditeur type parce qu'on a vraiment le sentiment que le média audio peut répondre absolument à toutes les situations d'écoute des enfants et peut les aider, les accompagner dans leur quotidien, quel qu'il soit, et quel que soit leur environnement. Et puis c'est vrai que le quotidien que vous accompagnez, c'est ceux des enfants de 3 à 12 ans. Donc on a aussi des envies de contenu, des centres d'intérêt extrêmement différents entre 3 et 12 ans. Comment est-ce que vous réussissez à les accompagner justement sur toute cette durée d'expérience, d'âge, de centres d'intérêt, encore une fois, qui vont changer? Il y a tous les contenus disponibles sur Merlin pour pouvoir justement répondre à leurs attentes? Ça, c'est la puissance des catalogues qui sont disponibles depuis Merlin. On a démarré évidemment avec les catalogues de nos actionnaires, qui sont donc Bayard et Radio France, et on ne va pas se cantonner d'ailleurs à ces catalogues-là, parce qu'on va faire rentrer de nouveaux éditeurs en grand nombre dans les mois qui viennent. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur des contenus d'une très grande qualité pour pouvoir accompagner le quotidien de l'ensemble des enfants sur une tranche d'âge qui va se terminer jusqu'à la fin du primaire, en gros, jusqu'au moment où eux-mêmes vont être équipés de smartphones et vont changer de consommation. Aujourd'hui, jusqu'à l'équipement en premier smartphone, l'enfant n'a plus ce qu'on avait, en tout cas ce que j'avais moi quand j'étais petite, un lecteur cassette, un lecteur CD, un Walkman, un outil qui me permettait d'être autonome dans mon accès à l'audio. Donc on a voulu combler cette lacune et redonner de l'autonomie à l'enfant en démarrant avec des contenus qui sont tout à fait adaptés aux petits, des histoires avec des héros qu'ils connaissent bien, les héros notamment de Bayard qu'on connaît bien, les Sam Sam, Petit Ours Brun et compagnie, et puis progressivement, grâce à une application parentale qui est mise à disposition des familles, il y a la possibilité de personnaliser le contenu de l'enceinte pour aller chercher des contenus qui sont adaptés à l'âge de l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit ou à son envie d'aller explorer tel ou tel nouveau thème. Oui, chaque mois d'ailleurs, nous mettons à jour le catalogue qui est proposé aux parents. Bientôt, nous allons publier une sélection spéciale Halloween, puisque nous cherchons évidemment à coller à l'actualité et à la saison. Et justement, il y a toujours ce dialogue qui est permanent entre l'enfant et le parent. C'est ce qui est intéressant aussi dans Merlin, c'est-à-dire que oui, le parent va devoir d'abord charger l'application de son côté pour pouvoir aller piocher dans les contenus de la bibliothèque de Merlin, encore une fois édité par Bayard, par Milan et par Radio France. Mais on va pouvoir aussi discuter de ses choix ensemble avec son enfant, entre les contenus sur les histoires, sur les musiques, sur la façon dont on va découvrir le monde, sur les contenus calmes dont on parlait tout à l'heure, notamment le yoga, la relaxation ou la respiration.
Les enfants, ils ont une qualité d'écoute qui est différente de celle des adultes parce qu'on a beaucoup parlé de l'audio et du podcast, notamment comme le média de la mobilité, le média justement adapté à l'usage numérique d'aujourd'hui. Mais les enfants, est-ce que finalement, ils ont une meilleure qualité d'écoute que les adultes? Ils ne sont pas en train de multitasker en permanence, de faire 1200 choses en écoutant un podcast. Est-ce qu'ils se consacrent et se concentrent réellement sur le contenu qu'ils sont en train de suivre? Probablement beaucoup plus que les adultes. C'était une intuition, mais effectivement, au cours des derniers mois, elle a été confirmée. Les enfants sont beaucoup moins dans le multitasking que nous. Et tant mieux pour eux, parce qu'encore une fois, ça fait en sorte qu'ils puissent savourer ces moments d'intimité, d'imagination, de manière beaucoup plus qualitative que nous. On se rend compte que lorsqu'ils appuient sur lecture et qu'ils rentrent dans l'écoute d'un contenu, d'une histoire, d'un documentaire, finalement, ils interrompent progressivement le dessin qu'ils étaient en train de faire ou la construction qu'ils étaient en train de réaliser à côté pour se consacrer vraiment à l'histoire, les yeux perdus dans le vague, avec la même concentration que la lecture. Ce qui confirme ce que je mentionnais tout à l'heure, qui est ce parallélisme entre ces deux modes de divertissement, l'un qui passe par la vision, l'autre qui passe par l'audition, mais qui au fond mobilise la même concentration et le même effort de la part du cerveau. Et cet audio et l'importance de l'audio, Amélia, c'est aussi quelque chose que tu vois tous les jours avec les ateliers coloris. Je rappelle que tu es aussi la cofondatrice de Coloris, en plus d'être une exceptionnelle chroniqueuse de l'École du Futur. Coloris qui est donc cette proposition pour les enfants pour apprendre à coder sans écran. Là aussi, l'audio, c'est un média qui peut driver l'attention, la concentration des enfants que tu rencontres. Oui, clairement, nous, on a 2 supports, effectivement, audio. On a une chanson qui permet de découvrir notre petit personnage Ayo le robot, qui a été écrite et composée par une professionnelle et qui est adorée par les enfants. Et ça donne quoi si on la chante? Ayo. Ayo. C'est très joli, Ayo, Ayo. Avance de 2 pas, avance de 2 pas. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et on a également... Amélia Matar, future chanteuse aussi. Elle a tous les talents. Un support narratif qui est aussi audio dans le sens où il est lu aux enfants. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette proposition, c'est que on le sait, 3-12 ans, c'est aussi l'âge où l'enfant va chercher l'autonomie. Et donc là, on lui propose effectivement un objet qui va lui permettre d'aller vers cette autonomie, donc qui va développer sa confiance en soi. L'autre aspect que je trouve très intéressant, c'est aussi un âge où on voit qu'il y a un pic de curiosité. C'est vraiment 4-5 ans, l'âge des pourquoi. Et donc là, on lui apporte un certain nombre de connaissances. Et la dernière chose que je trouve vraiment essentielle dans ce type d'apport, c'est le bain langagier que ça permet d'opérer auprès de l'enfant. Or, on sait que le cerveau du petit enfant se développe par un bain langagier soutenu, avec du vocabulaire, avec une pluralité sémantique riche. Donc là, on est vraiment dans cette réponse-là que je trouve super. Oui, Coralie, ce que note justement Amélia dans La Force de Merlin, c'est aussi de se dire qu'avec l'audio, on va pouvoir initier ces enfants, alors encore une fois de 3 à 12 ans, ce qui est une palette très large d'envie, de contenu, et là aussi de centres d'intérêt, mais on va pouvoir les initier au monde de demain qui les entoure. Et encore une fois, la découverte du monde, elle passe par l'imagination qu'on peut aussi en avoir. Donc on va être drivé par le son, par les histoires, par les contenus sur lesquels ça nous emmène, mais aussi par la façon de l'imaginer, ce monde-là. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, si vous demandez à 10 personnes d'entendre un même contenu audio, ils ne vont pas former les mêmes images dans leur cerveau, ils ne vont pas le dessiner de la même manière dans la foulée. C'est une expérience qui a été faite maintes fois. Et donc, effectivement, ça permet à chacun de créer son propre univers imaginaire et de mobiliser ses propres ressources ou d'aller chercher dans ses propres souvenirs, ce qui est une autre forme aussi de la concentration et de la méditation. En ce qui concerne les contenus, nous, on a un prisme pour reprendre ce que dit très très bien Amélia, qui est un prisme sur lequel on est absolument exigeant, qui est qu'on va toujours chercher des titres qui rendent hommage à l'intelligence de l'enfant. On est vraiment convaincu que dès le premier âge, l'enfant est capable de s'intéresser à énormément de choses, y compris en dehors de sa vie quotidienne, qu'il est capable d'accéder à des contenus qui sont extrêmement bien racontés, avec du vocabulaire choisi, avec du passé simple, pourquoi pas, auquel il faut bien s'initier d'une manière ou d'une autre, et que finalement, même quand les contenus sont exigeants sur le fond ou sur la forme, les enfants s'y attachent et s'y intéressent. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à les garder dans la durée et à les intéresser à de très nombreuses choses, y compris à l'actualité. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on a un podcast d'actualité hebdomadaire
dans lequel on traite 3 sujets d'actualité de la semaine et qui est extrêmement suivi par les enfants. Et qui absolument leur permet aussi de raccrocher à l'actualité, de comprendre aussi pourquoi peut-être certaines matières leur sont enseignées en classe et comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser pour mieux décoder ce monde qui les entoure. Ça tombe bien ça, Olivia, parce que une des autres missions d'Innov Avenir, dont on n'a pas parlé dans la première partie de cette émission, c'est d'être un révélateur d'horizons numériques au pluriel. Parce que vous avez à la fois une action de sensibilisation sur les métiers, bien évidemment, et les expertises du numérique et de l'industrie, mais aussi sur l'éducation aux écrans et au numérique tout court. Alors là, on va faire un gap générationnel, on n'est plus sur les enfants de 3 à 12 ans, on revient sur les collégiennes, lycéens et lycéennes, mais justement, c'est important pour vous de pouvoir aider ces jeunes à comprendre qu'ils sont tout autant consommateurs, citoyens, que là aussi, talents possibles du numérique. Oui, alors ça c'est aussi une particularité du programme Innov Avenir, c'est qu'en fait on a effectivement un premier axe de découverte du monde professionnel, donc d'accompagnement sur leur orientation professionnelle, mais on s'est très vite aperçu qu'on ne peut pas les accompagner sans y associer un accompagnement sur la culture numérique. Donc nous on a fait le choix effectivement d'accompagner de manière complémentaire au premier axe, donc autour de la découverte du monde professionnel, les jeunes sur cette prise de connaissance, sur cette appropriation de cette culture numérique, parce qu'on baigne toutes et tous dans le digital aujourd'hui. Les jeunes en premier, les jeunes sont très connectés. Pour autant, ils ont aussi besoin d'être accompagnés pour devenir acteurs du digital, utilisateurs avertis également, et d'avoir en tout cas une prise de hauteur, une prise de recul. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le digital impacte les jeunes en premier sur leur rapport à l'école, sur leur rapport à eux-mêmes, sur leur rapport aux autres, sur leur rapport même à leur projection future. Donc on ne peut pas mettre de côté cette culture numérique. Donc dans cette culture numérique, nous par exemple, dans le cas du programme Innov Avenir, on est vraiment sur cette idée d'accompagner les jeunes sur la question des réseaux sociaux. Donc comment aujourd'hui avoir aussi une utilisation avertie et responsable sur les réseaux sociaux. Donc, on y aborde par exemple la question du cyberharcèlement, qui est une réelle problématique aujourd'hui pour les jeunes. On va aussi les accompagner sur la problématique de l'information, d'être bien informés aussi à l'ère du digital. Donc, on les accompagne sur comment aujourd'hui ils peuvent aussi avoir un rôle clé aussi pour peut-être être plus avertis sur la désinformation, mais aussi surtout stopper cette désinformation. On sait qu'aujourd'hui, une fake news est relayée 78% de plus qu'une vraie nouvelle. Et pourquoi ? Parce qu'on clique, on like, on partage. Et ça, ils le savent très bien, les jeunes. Ils le savent parce qu'en fait, ça va être drôle, parce que ça... Et ils savent très bien que c'est souvent une fake news aussi. Mais il y a peut-être aussi ce numérique éthique qu'il faut vraiment mettre en avant et les responsabiliser sur leur comportement individuel et sur les conséquences au niveau collectif que ça peut mener. Et comme vous le disiez si bien, ces jeunes-là sont amenés à être de futurs adultes. Donc effectivement, nous tous, on devrait être effectivement accompagnés sur cette prise de conscience comme eux. Les enfants de 3 à 12 ans qui s'éveillent donc au monde de demain grâce à Merlin et à ses contenus. Merci Coralie d'avoir fait un tour dans l'école du futur. Les enfants qui ensuite deviennent ados et qui évidemment se forment non seulement à la culture numérique mais aussi aux talents et aux métiers du secteur avec Innov Avenir et un pro dans ta classe. Merci Olivia, là aussi d'être venue nous en parler en plateau. Et puis qui peuvent toujours justement développer leurs compétences et les neurosciences avec Amélia Matar. Merci à toi. Voilà, on a bouclé la boucle. On se retrouve demain, en tout cas, dans un prochain épisode de l'École du Futur.